Les sans-abri et l'habitat dû à la précarité. Notre idéal économique prend une tournure dans nos contrées riches et développées. Restez avec nous pour cette interview et cet échange tout à fait intéressant. Il y existe des solutions. Kim Grotscholten, bonjour, bienvenue avec nous. Vous êtes une spécialiste du sans-abrisme et l'habitat en fonction de la précarité. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet, un court état des lieux de ce secteur? Aujourd'hui, on estime à près de 2 milliards de personnes sans abri à travers le monde. La pandémie est là et a accentué bien sûr ce phénomène qu'on ne va pas pouvoir endiguer. Aujourd'hui, ce ne sont plus des personnes isolées, souffrant de dépendance, de problématiques diverses qui sont touchées par cette situation, mais des personnes qui sont autonomes, responsables, qui travaillent, qui se retrouvent à ne plus pouvoir accéder au toit. C'est une réalité. Donc ce sont des risques, ça veut dire que ce chiffre pourra probablement augmenter dans le futur, on pourrait même dire augmentera, et touche tout type de personnes. Est-ce que ça fait partie de ces risques-là et quels sont les autres risques desquels on peut parler? Ça peut toucher tout un chacun, donc les risques, pas seulement des personnes isolées ou des personnes d'une certaine catégorie, mais ça peut toucher tout le monde. Tout un chacun, on l'a vu aujourd'hui. Il y avait déjà cette crise endémique de chômage qui s'est accentuée. Et donc, ce sont des personnes qui font faillite, donc des entrepreneurs, les indépendants, les premiers touchés, bien sûr des gens au chômage, les personnes qui se séparent, donc les foyers monoparentaux en difficulté. Effectivement, aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, c'est le cas de le dire. Quels sont les défis auxquels des associations qui sont justement spécialisées dans le sans-abrisme et l'habitat dû à la précarité font face aujourd'hui? Sommes-nous prêts? Pouvons-nous accueillir toutes ces demandes qui arrivent chaque jour? Avons-nous suffisamment de lieux d'accueil d'urgence? Avons-nous les moyens suffisants pour cela? Et donc, il faut pouvoir effectivement mettre en place des solutions concrètes. En dehors du financement, qui bien sûr est un peu le nerf de la guerre, on va dire ça, il y a les ressources, il y a les emplacements. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, étape par étape, les pourcentages de personnes dues à la précarité qui ont besoin d'un abri augmentent? Oui, considérablement. Effectivement, et il faut pouvoir trouver des lieux, des logements vacants, des appartements relais, mais également d'autres solutions qui sont alternatives, qui sont nouvelles, qui font partie de ce changement de paradigme, en l'occurrence l'implantation d'éco-villages pour l'accueil de ces personnes. Alors parlez-nous un peu de cette magnifique solution qui s'offre à toutes les associations qui s'occupent justement du sans-abrisme et de l'habitat. Le but est de sensibiliser des propriétaires fonciers, des caisses de pension, différents acteurs du marché immobilier pour trouver des alliances, des accords et que ces propriétaires nous mettent à disposition des biens vacants. Ils y trouvent là aussi un avantage. Les biens ne sont pas squattés, ils vont être entretenus et nous allons pouvoir accueillir une partie de la population qui n'accède pas en fait au logement et qui ne peut pas se loger dans le logement privé. On va pouvoir l'accueillir le temps que ces personnes puissent accéder au logement social, à des logements à loyer modéré. Donc on va en fait intervenir en relais à travers de l'appartement relais temporaire, de manière à répondre tout de suite à l'urgence et de permettre à ces personnes de garder dignité. Si on parle d'éco-village et on parle de tendance en général, donc l'accueil dans un éco-village d'une personne sans abri liée à l'habitat, qu'est-ce qu'on peut parler d'un système complet qui accompagne une personne qui arrive, une personne ou une famille d'ailleurs? Tout à fait, c'est une approche systémique, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de la personne ou des familles là où elles en sont. Souvent, il y a une forte baisse de l'estime de soi. On va faire un bilan individuel, savoir où cette famille en est, où cette personne en est sur le plan financier. Est-ce que les personnes ont contacté l'aide sociale, etc. Enfin, voir
comment en fait faire en sorte que cette personne puisse assez vite se réinsérer dans la société. Il faut absolument le toit pour maintenir l'emploi. On va tout faire pour prévenir de la situation de sans-abrisme avant qu'elle ne tombe, puisque sinon, on le sait, l'impact, c'est la société qui devra prendre en charge ces personnes. Donc, autant faire en sorte qu'elles puissent assez vite rebondir. Qu'est-ce qu'on peut dire économiquement que ce système-là, donc, qui accompagne ces personnes qui n'ont plus accès au logement, dû à leur précarité, peut avoir un avantage sur le système économique en termes d'aide? Est-ce que c'est plus coûteux, moins coûteux? Est-ce que c'est mieux accompagné? Comment on peut présenter la chose de manière à aussi mettre en lumière l'importance de ces associations? Ces associations ont souvent une approche beaucoup plus humaine, familiale, et vont bien sûr permettre des économies substantielles aussi à l'État, malgré tout. Nous avons des fonctionnements qui restent des coûts moindres, hein, et surtout des résultats probants en peu de temps. La personne assez vite va pouvoir se relever sous 8 à 10 mois. Ça reste long, mais ça reste beaucoup moins long que s'il n'y a pas une approche en fait personnalisée. D'accord. Quelles sont les tendances aujourd'hui? Alors, évidemment, on peut parler de la Suisse, mais on peut parler de l'Europe en général. Dans les autres pays, comment ça se passe? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que ça fait longtemps que ça marche? À la suite de la crise des subprimes, des personnes de la société civile se sont organisées à travers la construction de tiny houses, de petites maisons en bois pour accueillir des familles. Et ce phénomène est arrivé également dans les pays nordiques. Il y a des pays où chacun dispose d'un toit, mais il y a des contreparties aussi en termes d'imposition. Donc c'est possible, il est possible en fait de diminuer considérablement la pauvreté, du moins d'apporter un toit pour chaque concitoyen. Et donc des pays tels que la Norvège, la Suède, effectivement, ont déjà mis en place ce système. Oui. Donc on peut dire pratiquement qu'en aidant un individu ou toute une famille, on pourrait subvenir à, disons, à l'éradication de la précarité, ou en tout cas améliorer clairement la situation économique d'une contrée, d'un pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? C'est un processus global, hein, finalement. Tout à fait. On répond aux objectifs de développement durable de diminuer la pauvreté. Donc, si sur plan local, dans le cadre d'un microcosme, effectivement, on peut apporter des solutions à des personnes qui se retrouvent dans ces situations. Effectivement, ce sont des économies qui sont faites, évidemment. Le monde de demain, Kim Grotchilton, comment vous l'imaginez par rapport à ce secteur d'activité en développement, clairement, et on en a vraiment besoin au vu de la situation, principalement post-Covid? Des initiatives privées, c'est important. La prise en responsabilité de la société civile de ces questions-là, le financement collaboratif par des entreprises privées de ces solutions qui finalement restent tout à fait possibles, envisageables, de manière pragmatique. On peut bien sûr trouver des solutions. On va vers ça. On va dire que globalement, en tout cas, dans ce secteur de sans-abrisme et habitat, on va vers cette tendance-là. Et de façon générale vers une forme de collaboration et de vivre ensemble en s'entraidant. Tout à fait. On doit sortir du vieux schéma de structure d'accueil d'urgence pour des personnes seules ou des familles. Ce n'est pas adapté. Aujourd'hui, on doit penser effectivement des systèmes qui peuvent accueillir du collectif, mais avec dignité, c'est-à-dire dans ces lieux d'hébergement d'urgence, prévoir des lieux individuels de vie. D'accord, parfait. Kim Grotchilton, merci beaucoup pour cette interview. On vous souhaite tout de bon pour la suite, bonne chance pour la suite et prenez soin de vous. Merci Manuela. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV. Restez avec nous, restez connectés. À très bientôt. Merci, au revoir.